Il y a le Montmartre des touristes qui partent à l'assaut de la basilique du Sacré-Cœur, deuxième monument le plus fréquenté de Paris, avec 10,5 millions de visiteurs par an. Suite du parcours obligé, au pied de la basilique, la place du Tertre et ses peintres, le plus vaste atelier commun d'artistes au monde. Mais à quelques rues d'écart, il y a aussi le Montmartre des Montmartrois, qui vous diront tous qu'ici, on n'est pas à Paris. Et c'est vrai qu'il y flotte comme un air de campagne. La butte a gardé son côté village, où l'on croise à chaque coin de rue les fantômes d'un passé prestigieux. Montmartre a conservé cette convivialité propre aux endroits dotés d'une forte personnalité. Et malgré le tourisme de masse, le mythe du Paris bohème continue encore à faire rêver. Un îlot qui surplombe l'océan parisien. Pour les touristes, Montmartre est d'abord un formidable belvédère. Et en haut des marches du parvis, la silhouette immaculée, reconnaissable entre toutes de la basilique du Sacré-Cœur qui domine la ville, à 104 mètres au-dessus de la Seine. J'aime bien arriver par ici parce que elle émerge progressivement de l'escalier. Petit à petit, on voit les coupoles qui se détachent. La petite coupole, la grande coupole. Le campanile, lui, on le voit tout de suite. Oui. Donc c'est une petite découverte un peu différente. Un peu différente de l'ascension par la rue de Stenker, qui est le jardin et le parvis. Achevé pour l'essentiel en 1914, l'édifice de style romano-byzantin appartient à la ville de Paris. Laurence Fouqueret s'occupe pour la mairie du gros entretien de l'édifice. Accompagnée d'un conservateur, elle a rendez-vous avec son chef de travaux pour une visite d'inspection. Salut. Pour les touristes qui l'auraient oublié, quelques pas dans la basilique suffisent à rappeler l'évidence. Nous sommes dans un lieu de culte. Si les visiteurs et les fidèles se côtoient sans se bousculer, c'est que la basilique a été conçue pour accueillir la foule des pèlerinages. Tout y est ample. La mosaïque au plafond de l'abside, la plus grande de France. Dominant la nef, la coupole s'élève à 55 mètres. Pour animer la vie de ce lieu de culte, le recteur de la basilique est entouré d'une dizaine de prêtres et de 16 sœurs bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. L'édification de la basilique fut une aventure. Voulue par un vœu de 2 fidèles, financée par 10 millions de pieux donateurs, elle aura nécessité 44 ans de travaux et 7 architectes successifs. Le choix de la butte est arrêté en 1873. Dominant Paris, lieu du martyre du premier évêque de Paris, Saint-Denis. 3 ans plus tard, le chantier est lancé par l'architecte Paul Abadie. Le sous-sol de Montmartre est truffé d'anciennes carrières souterraines, mais on ignore leur emplacement car les plans ont brûlé pendant la Commune. Alors, les ouvriers creusent 83 puits de 33 mètres pour construire les piliers. Ces seuls travaux souterrains titanesques absorbèrent presque la totalité des premiers dons des fidèles. Il faudra attendre 1899 pour voir le dôme central achevé et 8 ans plus tard, le campanile est terminé. La silhouette de la basilique fait désormais partie du paysage parisien. C'est parti pour 80 mètres, je crois. Les parties qui intéressent Laurence Fouqueret pour son inspection se situent loin des yeux du public. Toujours impeccable. Ça, à chaque fois que je viens ici, regarde ça. Ouais, c'est sûr. Il n'y a rien à dire, quoi. Rien à dire.
C'est magnifique comme construction. Près d'un siècle plus tard, le travail des architectes, des centaines de tailleurs de pierre, fait toujours l'admiration des conservateurs. Qu'est-ce que vous inspectez ici? Ici, on est particulièrement attentif aux joints entre les pierres, parce que la pierre est une pierre admirable. Donc c'est cette fameuse pierre dite de soupe, hein, enfin des carrières de Château-Landon, qui est très dure, qui est, à partir du moment où elle est balayée, quasiment auto-lavante. Quand c'est sali comme ça, c'est vraiment parce que ce sont des zones qui ne sont pas balayées par les intempéries, par le vent et l'eau. Et donc vous dites que c'est une pierre auto-lavante presque. Ah oui, on la décrit comme ça, tellement le phénomène est caractéristique. Sous l'action de la pluie, la pierre de Château-Landon secrète une substance blanche, le calcin, qui donne à l'édifice son incroyable blancheur, malgré la pollution. Le campanile, haut de 84 mètres, héberge un colosse, Françoise Marguerite du Sacré-Cœur de Jésus, dite la Savoyarde. C'est la plus grosse cloche de France, il n'y a pas de doute. Elle pèse 19 tonnes. On l'appelle la Savoyarde parce qu'elle a été fondue en Savoie. C'est un don, en fait, de la région de la Savoie. Et donc, elle a été amenée jusqu'à Paris en train. Il a fallu faire un wagon spécial parce que sa hauteur faisait qu'elle ne passait pas les tunnels. Donc, il a fallu faire un wagon surbaissé. Le colosse arrive ainsi à Paris, où on le transfère sur un chariot tiré par 28 chevaux. Accompagnée par une foule immense, la Savoyarde est convoyée de nuit à travers le 18e arrondissement. À l'aube, elle arrive en haut de la butte. Elle ne sera montée dans le campanile que 7 ans plus tard, par la façade nord, par une baie exactement à sa taille, que l'on peut toujours admirer aujourd'hui. Mais le monstre donne des signes de faiblesse. Une fissure l'empêche désormais de sonner à toute volée. Quand elle jouait en ballon, on l'entendait à l'autre bout de Paris. Enfin, on l'entendait à 40 km. C'était quelque chose d'extra. Et le son durait extrêmement longtemps, plus d'une dizaine de minutes. Hein. Ça, c'est caractéristique de ces cloches de très grande dimension. L'ascension pour le sommet n'est pas terminée. Du coup, évidemment, j'en profite un petit peu pour regarder au passage les toitures des autres édifices que nous avons en charge. C'est trop tentant. Lesquels, par exemple? Et là, je vois Saint-Vincent-de-Paul, la toiture verte qui émerge assez nettement dans cet axe-là. Et il me semble qu'on a Notre-Dame de Lorette dans l'axe. C'est extraordinaire. Heures. Il fait 2 petits degrés et la place du Tertre, tout en haut de la butte, commence à se réveiller. Il y a 37 ans que Marie-Noëlle Romevos y a planté son chevalet de portraitiste. C'est important d'arriver tôt sur la place du Tertre? Ben là, par exemple, j'ai la place que j'ai choisie, qui est libre. Enfin, que j'aime. La place que j'aime, qui est libre. Mais je serais venue dans 20 minutes, j'aurais dû me mettre ailleurs. Pendant la saison, quand il n'y a pas les terrasses de café, l'emplacement est libre. On doit simplement respecter la zone peintre et la zone portraitiste, et ça, bon, c'est un statu quo qui existe depuis toujours. Les peintres en avant, les portraitistes en arrière. Les peintres au soleil, les portraitistes dans le froid. Ça, c'est pas très juste. Étudiante aux Beaux-Arts, Marie-Noëlle avait des amis grecs qui dessinaient place du Tertre. Elle a suivi et s'est peu à peu fait sa place au sein du plus grand atelier commun d'artistes au monde. Près de 300 peintres et portraitistes sont autorisés à venir ici gagner leur croûte. J'imagine que c'est dur parce que tous les matins, vous redémarrez à zéro. Ah oui, oui, c'est une nouvelle aventure. Et en plus, on n'a aucune garantie de travailler.
Ça veut dire on peut faire... Il y a beaucoup d'artistes qui repartent à zéro tous les jours. Il y en a qui repartent avec une bonne journée. Mais c'est plus jamais des fortunes, ça devient très difficile. On sent vraiment la crise. Jacques Desplanches, dit Jacquin, fait le trottoir, comme il dit, depuis 35 ans place du Tertre. Pour rien au monde, il ne renoncerait à ce contact direct avec le public. Les peintres ont l'obligation de travailler sur place. Pour le motif, ils sont libres. Vous peignez pas forcément Montmartre, hein? Non, je fais pas Montmartre. Ils sont 150 à le faire. Ils le font d'ailleurs très bien. Puis, quand je suis arrivé ici, j'ai fait un Montmartre. Je l'ai vendu 2 Montmartre, je l'ai vendu 3 Montmartre. J'ai dit, je vais pas passer toute ma carrière à peindre des Montmartre, hein. Au lieu de faire Montmartre, je préfère faire les peintres avec leur chevalet et suggérer la basilique sur une toile, sur un chevalet. On a derrière nous, il y a eu Picasso, Georges Braque, Renoir, rue Cortot, qui a peint son fameux moulin de la Galette, et puis d'autres, quoi. Puis nous, les petits peintres de rien du tout, on s'est greffé sur ce mythe-là, quoi. Mais c'est une belle aventure. Ouais. Côté portraitiste, Marie-Noël a bien débuté sa matinée. Ah, mais là, s'il n'y a pas de doute, c'est toi. Ça commence. Le portrait, c'est quand même un souvenir surtout qu'on en a jamais personnel. fait. C'est un moment de sa vie. Oui, c'est sûr. Quand vous le verrez, vous vous souviendrez. Oui, ouais. C'est les 18 ans, c'est ça, ou 19, 19 ans. Allez, venez voir. Ah oui, c'est pas mal. Alors, c'est toi ou c'est pas toi? C'est moi. Bon, alors tout va bien, on continue. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous faire le portrait comme ça? On est passé dans le coin et puis on s'est dit qu'on en a jamais fait, donc c'est l'occasion, quoi. C'est la première fois qu'on vient à Paris, donc c'est l'occasion. Les touristes viennent des 4 coins du monde admirer le spectacle d'artistes en action et font à leur tour partie du spectacle en posant. Vous pouvez venir voir. Ah. Ça vous plaît? Ah oui. Bon. C'est mignon, hein? Vous allez bien ensemble. Ah oui. Bien. Ouais. C'est très beau. Les artistes assurent le spectacle tous les jours de l'année, quel que soit le temps. C'est le dernier jour et on n'a pas envie. Ça sèche pas. C'est humide, quoi. Je sais pas. C'est le froid, l'humidité, je sais pas. Chiotte. Les risques du métier place du Tertre, c'est le rhume en hiver et les escarres en été. La force d'être assis. On est habitué. C'est le prix de la liberté? Oui. Il n'y a pas à se plaindre. C'est le prix de la liberté, je suis bien d'accord. Pas de patron, on vient quand on veut. Et voilà. Tout n'est pas rose pourtant sur la place du Tertre. L'envers de la toile, ce qui mine tous les artistes qui travaillent sur place, ce sont les boutiques de souvenirs. En haut de la butte, il n'y a désormais plus que 2 véritables galeries de peinture. Ailleurs, dans des pseudo-galeries, on vend pour une bouchée de pain des toiles peintes à la chaîne en Asie. J'espère que les gens ont un peu de jugeote pour s'apercevoir que c'est pas fait ici, c'est fait en série à Hong Kong ou assimilé. J'espère que les gens sont pas si stupides qu'ils voient pas la différence. Maintenant, il est anormal que les gens qui ont ces galeries vendent en disant ce sont des artistes de la place du Tertre. D'ailleurs, allez les voir, ils sont là aussi, mais nous vendons leurs propres œuvres. Alors, vous voulez l'acheter? Hein? Je vous ferai un prix. Hein? You want to take it, this one? You like it? Avec la basilique, le carré des artistes fait partie du passage obligé de tous les touristes qui vont pour beaucoup s'en contenter. Une hérésie pour Jean-Manuel Gabert. Guide, écrivain, rédacteur en chef de Paris-Montmartre, l'un des journaux locaux, la butte n'a presque plus de secret pour lui. S'il commence par cheminer avec les touristes, c'est pour mieux s'en démarquer. Et pour cela, un coin de rue suffit. Vous avez vraiment, dans le virage,
une véritable démarcation. Le flux va tourner entre la place du Tertre et la basilique et finalement laisser l'arrière-village assez tranquille. Pour beaucoup, ils ne découvrent pas le Montmartre des Montmartrois, des ruelles bordées de pavillons et d'anciens jardins. Donc il y a vraiment une atmosphère là inégalable qui est vraiment celle du cœur du village, mais qui finalement mérite un peu de savoir marcher, s'éloigner, sortir des sentiers battus pour la découvrir. Pousser les portes pour trouver des endroits comme ça. Ça, c'est avoir un people code aussi n'est pas forcément inutile. Et puis les pousser, entrer et découvrir effectivement ce Montmartre un peu caché, secret. C'est un endroit de calme, champêtre. C'est la dernière ambiance inchangée depuis le XVIIIe siècle avec ses vieilles bâtisses, ses arbres. Je crois que c'est un lieu exceptionnel pour créer. Cette ancienne propriété où s'élevait autrefois un moulin est aujourd'hui un ensemble d'ateliers. Une fondation, la Cité internationale des arts, permet à 35 artistes du monde entier de venir créer ici, au cœur de Montmartre, pour des périodes de 6 mois à 1 an et demi. L'environnement sauvage de cette Villa Médicis version Montmartre donne un petit aperçu de ce que pouvait être la butte champêtre qu'ont connue les artistes, bien loin du Paris haussmannien. Tous les coteaux étaient semblables à celui-ci. La préservation, évidemment, ici est impressionnante parce qu'en fait, on aborde le versant nord. Et il faut bien dire que c'est celui qui était le plus préservé parce que, tout simplement, c'est celui qui est caché de Paris. C'est-à-dire que quand l'annexion a eu lieu, les urbanistes ont beaucoup travaillé, les promoteurs se sont emparés des terrains les plus proches de la capitale, c'est-à-dire ceux du versant sud. Le quartier abaisse en quelque sorte. Donc c'est celui-là qui a été le plus vite construit, alors que l'autre côté, vers le nord, était abandonné, oublié et tranquille. Alors évidemment, il en est resté un décalage où on sent très bien ce Montmartre champêtre plus de ce côté nord que de l'autre côté. Sur ce versant de la butte s'étendait à la fin du XIXe siècle un quartier à part, le Maquis. Sorte de favela constituée de baraques, de petits jardins abritant une population hétéroclite. Malfrats, biffins, brocanteurs, ouvriers et artisans. On y vivait entre poules et poulbeaux. Un monde à part où les excentriques vivaient tranquillement leur vie à la marge. Un soi-disant philosophe y avait construit son castel, une tour de guingois sans confort. Un marchand improbable de bric-à-brac se surnommait le premier ministre de la mort, car le premier prévenu d'un décès dans le quartier. Les surréalistes se nourriront plus tard de ce terreau fertile. Le Maquis commencera à disparaître au début du XXe siècle. À la place des Bicoques sera bientôt percée ici l'une des avenues les plus chics de Paris, l'avenue Junot. Les quelques parcelles de maquis qui restent sont aujourd'hui protégées et le repère des déclassés d'autrefois fait le bonheur des privilégiés d'aujourd'hui. Bonjour. Merci. Cette maison directoire est devenue en 2007 un hôtel-restaurant, l'hôtel particulier. Visite du jardin classé Maquis par le jeune directeur Oscar Contet. C'est un niveau qui plaît beaucoup, ce qu'il est ensoleillé toute l'année. Oui, il faut dire que le petit déjeuner là, ça peut s'imaginer. Notre clientèle principale sur les week-ends, c'est les Parisiens. Ça paraît fou. Et ils viennent, en fait, ils s'approprient l'établissement comme une maison de campagne qui s'appropriait le temps d'une soirée. Cherchent la quiétude, le côté secret de l'établissement, épicurien. L'hôtel ne compte que 5 suites de 400 à 600 € la nuit. Apprécié par une clientèle qui préfère la discrétion du lieu à un palace. Il y a beaucoup de personnalités ici, il y a beaucoup de personnalités américaines. Dans le quartier, c'est un peu connu pour ça, parce qu'il y a des gens qui sont venus tels que Brad Pitt, Angelina Jolie. Oui, donc ça fait un petit peu de bruit, évidemment. Donc ça fait du bruit. Pas s'en étonner.
Christian Stewart, là, récemment, enfin, tous ces gens-là, quand ils descendent, effectivement, c'est beaucoup de bruit. Pour un Américain, ça représente quoi, Montmartre? C'est un peu l'image qui se font de Paris, ces petites maisons, ces petites ruelles pavées. C'est le vrai Paris. Et ici, la vue sur les joueurs de boules, ça doit sembler assez exotique. Alors là, ils sont totalement en France. C'est vrai que c'est complètement fou pour eux. Quand ils voient rien que l'objet en soi, pour eux, c'est un jeu préhistorique. Sous les vignes de Montmartre, Jean-Manuel Gabert se rend dans une institution montmartroise qui plonge ses racines dans l'histoire de la butte, le cabaret du Lapin Agile. Bon, ça, c'est un lieu qui n'a pas changé alors? On entre dans le fief absolu de l'âme de Montmartre. Hein. Moi, quand j'arrive là, c'est toujours la même émotion. Les maisons qui me touchent le plus des vieilles maisons de Montmartre. Au départ, en 1860, était une guinguette. Le caricaturiste André Gille peint une enseigne qui va donner son nom définitif au cabaret. Le lapin d'André Gille, A. Gille, devient le Lapin Agile. Au début du XXe siècle, le père Frédé prend les rênes du cabaret. Forte personnalité montmartroise, Frédé avait coutume de dire en prenant sa guitare « Et maintenant, on va faire un peu d'art ». Avec lui, le Lapin Agile devient un point de rendez-vous incontournable. Apollinaire, Dorgelès, Picasso, Braque, Max Jacob et tant d'autres artistes passeront des nuits entières autour des tables en bois. Frédé a disparu depuis longtemps, mais rien n'a changé au Lapin Agile. A-t-on jonglé avec la bombe? Un jour, faudra bien qu'elle tombe. C'est son but et c'est notre lot. Nous deux. Yves Mathieu représente la 3e génération de cabaretiers. Il a interrompu une carrière de chanteur aux États-Unis pour reprendre le flambeau. Garant de la tradition, il continue à 85 ans à transmettre son amour de la chanson française. Ici, on chante sans micro, évidemment. On chante acoustique, comme on dit maintenant. Et puis, c'est ce qui est très intéressant, parce que je vois beaucoup de jeunes qui viennent ici, des jeunes de tous les milieux, qui n'ont jamais entendu, même pas écouté, mais entendu la voix humaine chanter, ou les instruments, sans l'intermédiaire d'un haut-parleur. C'est quand même étonnant de voir ça pour les gens qui viennent. Ce tableau-là, c'est Picasso qui l'a mis en 1905. Ça s'appelle l'époque rose, qui a été très courte et qui représente, on voit Frédé là-haut avec sa guitare, on voit Picasso lui-même en arlequin. Et ce tableau, il est resté ici pendant 12 ans. Et puis Frédé, un jour, il y avait un maître de ballet suédois qui était amoureux de ce tableau et qui a dit, tiens, il me plaît, je voudrais vous acheter ce tableau. Mais il dit, mais je suis pas vendeur de tableaux. Puis Frédé, c'était un bohème, il se foutait pas mal de tout, il n'ouvrait jamais un courrier ni rien. Et il a dit, bon, un jour, la 10e fois qu'il était venu, il avait une facture à payer, ben il dit, allez, prends-le, puis il était en mode... Tu as vendu trop tôt, commenta Picasso en constatant l'absence du tableau. Il a été adjugé 40 millions de dollars en 1989. La toile est aujourd'hui exposée à New York et c'est une copie qui trône au Lapin Agile. Les chroniques du cabaret pourraient remplir des volumes entiers, tant il s'est passé de choses entre ces murs noircis. Des hauts faits de l'histoire montmartroise et donc de l'histoire de l'art. Ça relève quelle histoire, ça, alors? C'est marrant. Le petit Anne Lolo. Quand même, un grand peintre, il faut bien le dire. Il ne faut pas le dévaloriser. C'est quand même le plus grand canulaire du XXe siècle. Ça. Alors, il y a eu un peintre, un jour, un Italien, qui a beaucoup fait parler dans Paris, c'était Boronali. Alors, personne ne le connaissait, personne ne l'avait vu. Il y avait un manifeste qui a été publié à la une des journaux, dans des termes... d'une virulence incroyable, Boronali, chef d'école de l'école excessiviste. Excessivisme. Il y a une toile accrochée aux indépendants, semi-abstraite, même si ça prétend être un coucher de soleil sur l'Adriatique. Et les critiques, il trouvait un tempérament dans ce peintre, il avait quand même quelque chose. Hein. Et puis, quelques jours plus tard, il paraît un beau rapport d'huissier, parce que cet huissier-là, il était présent, pendant la scène que vous voyez là, il était présent, il a noté tout ce qui s'est passé. C'est l'âne qui avait peint le tableau, là? Voilà, c'est l'âne qui a peint. Alors, on a Dorgelès a tendu la grande toile blanche derrière, et évidemment, on lui donne ses mets préférés pour que la queue commence à balancer et, au rythme de son plaisir, commence à zébrer la toile de couleurs changeantes, parce qu'on ne fait que changer les pinceaux pour qu'il y ait évidemment jaune, vert, bleu, plusieurs rouge, couleurs. Ça, c'est l'esprit de Montmartre. C'est exactement.
L'humour, la dérision et le non-conformisme font partie des traits de la butte. Ici, quand on célèbre le vin de Montmartre, c'est pour s'en moquer. L'artiste qui vient travailler ici est un petit peu comme dans un cocon. Donc on est très à l'aise, le public participe beaucoup parce qu'il est très près. On s'y plaît, enfin. La preuve, j'y suis encore. Hein, donc c'est preuve qu'il y a quelque chose qui nous retient. Vous y êtes depuis combien de temps? 20 ans. 20 ans, voilà, 20 ans de bonheur. De l'autre côté de la butte, autre cabaret montmartrois, autre style. Comme presque tous les soirs depuis 57 ans, Michou, dinosaure de la nuit parisienne, comme il le dit lui-même, veille sur la revue de ses michettes. Voilà, bien roulé dans la nuque. Voilà. Bien laqué, ça va tenir toute la journée. Faut que ça tienne jusqu'à mon show ce soir hein, au cabaret. Hein. Ah là, c'est vrai qu'on va se casser un ongle avec. Ah oui, là. À bientôt 82 ans, Michou n'a rien abandonné de l'extravagance et du kitsch qui ont fait son image. Venez avec moi. Le brushing et les lunettes bleues font partie de la panoplie. Alors là, je vais vraiment un petit récit. Regardez, que du bleu. Que du bleu. Ça, j'avoue, c'est ma couleur fétiche. Et si j'ai l'impression que je mets pas une belle veste bleue, eh ben j'ai l'impression que je ne serai pas reconnu. Voyez mon côté coquin? Qu'est-ce qu'on va mettre? Tiens, on va mettre celle-là. Regardez. Jolie celle-ci, non? Dès que je me lève, je suis en admiration devant mon Sacré-Cœur et mon Montmartre. Mais regardez, quelle chance. Quand je suis arrivé du Nord, de la gare du Nord, j'ai pris la route de la gare, j'ai atterri vers la place Blanche et j'ai pas bougé de ce quartier. 9e, 18e. J'ai monté la rue de Pic et j'ai fait plein de rencontres. Je me souviens d'un gentil petit restaurant où j'allais pour la première fois. Rue de Pic, la Pomponnette. Oh ben non, je fais à la Pomponnette, je vais au Nazi, je vais à la Mascotte. Donc mon petit quartier, comme ça, mon petit village, la rue des Abbesses, la rue de Pic. J'ai toujours habité Montmartre et fidèle à Montmartre. Amis de la vie, amis du bon genre. Michou fait partie du décor dans le quartier. À la brasserie La Mascotte, on connaît ses habitudes. C'est une chaise spéciale hein? Oui, c'est la chaise de Michou, pour Michou. Et dans la rue, il ne s'est jamais dérobé à une séance photo. À vrai dire, il adore ça. Salut copains. Chez Michou à Montmartre, on est tous heureux. En mémoire de sa grand-mère adorée, Michou a pris l'habitude depuis des années d'inviter et de régaler une fois par mois les personnes âgées du quartier. Une générosité qui n'est pas pour rien dans sa popularité. On est bien. Qu'est-ce que je suis heureux de pouvoir vous recevoir.
Tu crois que je picole pas assez, toi? Merci, mon chéri. Tu connais ma faiblesse. Tu connais ma jouvence. Merci. C'est très spécial, Montmartre. C'est resté encore un village. Allez, à votre santé. Allez, reste toi-même. Reste toi-même. Hein? C'est pas mon âge, ma chérie, que je vais changer. Le Montmartre que vous avez connu, il était très différent du Montmartre de maintenant? Je pense, oui, je pense, parce qu'il y a des figures qui malheureusement sont parties. Il y a eu surtout cette époque des chansonniers où c'était quelque chose de formidable. Vous aviez des petits cabarets où on pouvait rentrer comme ça et chanter, voilà. Tout était libre et ouvert. La vie passe, mais l'ambiance reste là, le village reste là. C'est-à-dire qu'il commence un peu plus haut. Avant, il était vraiment sur le boulevard. Maintenant, on monte un peu la rue de Pic. Tout le monde est bas très très haut. Au 80, c'est dans la couleur de tes yeux que les nuits blanches prennent du plaisir à te refait la vie en bleu. Un petit jet d'eau, une station de métro, entourée de bistrots, Pigalle. En bas de la butte, Pigalle, le rond-point de tous les vices de la terre. Et ce matin-là, point de rencontre de passionnés. Bonjour Françoise. Pigalle et Montmartre, c'est deux noms qui resteront à jamais associés. Il y a la butte, mais il y a la place Pigalle, place Blanche, et c'est Montmartre. C'est toujours Montmartre. Les artistes ont toujours fait le lien entre le haut et le bas Montmartre, puisqu'ils ont toujours fréquenté, vivant d'un côté, fréquentant l'autre. Et donc ça a été toujours un lien très très important. Aujourd'hui peut-être un peu moins, parce qu'il y a vraiment cette distinction village et Paris. Mais au début du siècle, c'était encore très très marqué. Monsieur Tabast, collectionneur, amène le président de l'association Le Vieux Montmartre et la conservatrice du musée de Montmartre dans l'appartement dédié à son unique passion, la place Pigalle. Mais vous avez rangé depuis la dernière fois. Exactement. Il y a sûrement des choses en plus encore. Ici dorme un siècle et demi d'archives qui racontent l'histoire de la place Pigalle. Rien n'échappe à la passion monomaniaque de Monsieur Tabast. Un jour peut-être, cette collection dormante ira enrichir le fond du musée de Montmartre. D'ailleurs, voici la pièce qui intéresse Françoise Kunzi, la conservatrice du musée. L'enseigne d'un ancien restaurant réputé à Montmartre, le Rat Mort. Elle sera bientôt exposée au musée, aux côtés de l'original de l'enseigne du Lapin Agile. Il y a deux restaurations à faire. Ça. Voilà. Ici, on a Et vu. là. Là. Voilà. C'est vraiment mineur. Hein. C'est une partie très très importante de Montmartre parce que le décor était partout. Il y avait les affiches, bien sûr, mais les enseignes qui exprimaient bien justement tout cet esprit décoratif qu'on avait à l'époque, qu'on a perdu aujourd'hui dans ce genre de production, puisqu'il y a malheureusement très très peu d'enseignes maintenant. Alors la dernière acquisition. Il a trouvé la dernière acquisition. La valse du paradis. Le paradis étant Pigalle. Mais on avait l'enfer qui n'était pas très loin. Oui, l'enfer, comme le cabaret d'enfer. L'enfer était le juste ciel à et côté. l'enfer, d'ailleurs. Voilà, le ciel et l'enfer étaient juste à côté. Quand même. Et en face, vous aviez le néant. Alors voilà ce que c'était au début du siècle, à 2 pas de la place Blanche, sur le boulevard de Clichy. Les cabarets Le Ciel et l'Enfer cohabitaient joyeusement à la fin du XIXe siècle, non loin du néant et du cabaret des Trépassés. Leur décor, aujourd'hui détruit, était aussi extravagant que l'intérieur. Au ciel, des chérubins vêtus de tuniques blanches invitaient en remuant leurs ailes le client à s'installer. Dans la grande salle du banquet céleste, un orgue jouait des cantiques. Pour l'époque, c'était pas si original que ça, dans le sens où effectivement c'était dans tout Montmartre. Maintenant, nous, ça nous semble original parce qu'on l'a complètement perdu et que ça n'a pas été protégé, mais c'était l'esprit typique de l'esprit montmartrois, donc justement sur cette idée toujours de dérision, d'aller au maximum, de ne pas avoir de censure, d'avoir une liberté d'action. Les Montmartrois, ils ont gardé ça encore dans leur esprit, et même dans l'esprit de la République, donc de faire ce qu'ils ont envie de faire, sans tenir compte forcément du camp d'Iraton et du reste de la capitale en l'occurrence. Ah, ça sent l'écurie. Retour en haut de la butte. Le musée de Montmartre occupe l'une des plus anciennes maisons du quartier qui a vu se succéder d'illustres occupants.
Renoir, quand il a passé le porche ici la première fois, il a été tout de suite séduit par ce jardin sauvage. Et puis le fait qu'il y ait une écurie juste derrière vous dans laquelle il a pu entreposer, donc faire une sorte d'atelier, entreposer le bal du Moulin de la Galette qu'il était en train de peindre. Il a loué à l'époque 2 chambres avant de trouver le château des Brouillards. Et c'est ici effectivement dans le jardin qu'il a peint Effet de soleil, le torse d'Anna. Aussi la balançoire, plusieurs peintures très très importantes parce qu'il avait cette proximité campagnarde qui était tout à fait séduisante et tous les artistes qui sont installés, ils avaient cette tranquillité. C'était vraiment ce qui faisait une des qualités principales de Montmartre. Au Moulin de la Galette se retrouvaient pour danser petits bourgeois et familles ouvrières de Montmartre. Renoir adorait cette atmosphère populaire et joyeuse qu'il s'est attaché à rendre en peignant la toile sur place. Les guinguettes de Montmartre ont continué à inspirer les peintres. Van Gogh, Van Dongen, tous passés par ici, partageant parfois les mêmes ateliers. Le fameux bateau Lavoir hébergera ce même Van Dongen, Picasso, Modigliani. Les loyers étaient modiques, les rencontres stimulantes, la liberté aussi grande que la misère parfois. Et puis il y avait toujours cette lumière si bien captée par Renoir, l'ombre bleue des glycines sur le torse d'Anna, la pluie de rayons de soleil sur la balançoire, peinte ici même. Les toiles sont parties dans les grands musées internationaux, mais le musée conserve d'autres trésors de la mémoire de Montmartre. Le théâtre d'ombre du cabaret du Chat Noir, précurseur du cinématographe. Le piano du même Chat Noir sur lequel a joué le compositeur Erik Satie. Les réserves, elles, regroupent 100 000 documents sur Montmartre, légués par les artistes et les nombreux passionnés de la butte. À chaque fois que je viens ici, je fais des découvertes. L'église Saint-Jean l'Évangéliste, place des Abbesses, Notre-Dame des Briques. C'est une des premières églises qui a été faite en ciment armé avec des parements de briques. Très vite, les Montmartrois ont eu conscience de la richesse de leur quartier et la nécessité d'en préserver la mémoire. La Société historique du Vieux-Montmartre, la plus ancienne de Paris, a été créée il y a 130 ans. Frédé, le patron du Lapin Agile. Le voilà, regardez avec sa barbe, sa pipe et sa tenue de campagnarde, et sa tenue de campagne. Tous ces gens qui ont disparu, on a l'impression qu'ils restent encore vivants pour les Montmartrois. C'est des gens qui vous touchent, hein? Absolument. C'est pour ça qu'on a autant de plaisir, si vous voulez, à les revoir. Ils font partie de la famille. Vraiment? Mais oui, bien sûr, ils font partie de la famille montmartroise. Montmartre, c'est la convivialité, c'est l'humour, c'est la sociabilité artistique. Et on a beaucoup de points communs avec ceux qui ont justement créé cette image, qui l'ont entretenue et que nous cherchons à faire perdurer. C'est peu dire qu'ils sont fiers de leur village, les Montmartrois, chacun s'accaparant un peu de sa gloire passée. Enfant de la butte, Raymond Lançois n'a presque jamais quitté la rue Le Pic qu'il a vu naître. Si, un exil de quelques mois à l'autre extrémité de l'arrondissement qui lui donne encore des cauchemars. On est à Paris, ici, Raymond? Non, on n'est pas à Paris. D'ailleurs, on voit très bien qu'on n'est pas à Paris parce qu'il y a de la brume sur Paris. C'est pas de la brume, c'est de la pollution. Et ici, il n'y en a pas. Donc, en aucun cas, on est à Paris. Ça, c'est évident. Ici, on respire. L'air est plus pur à Montmartre, hein? Tout est plus pur à Montmartre. L'air, les femmes, tout est pur à Montmartre. Je ne descends à Paris que quand je ne peux pas faire autrement. Mais j'ai rien à y faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à Paris, sauf aller dans des musées de temps en temps? Raymond Lançois participe à la vie du quartier en écrivant pour l'un des 3 journaux locaux de la butte, Montmartre à la Une. Son quartier général, la Pomponnette, un des bars-restaurants historiques de la rue Le Pic. Il est tenu par la même famille depuis 1909. Monsieur Lançois, les hommages. Catherine Moreau appartient à la 4e génération de propriétaires. En plus d'1 siècle, l'histoire du quartier a laissé ses traces partout sur les murs en faisant de l'établissement un musée vivant. Moi, je suis les verres au fond du café. La, 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 Quelle belle chanson. Tu sais que tu as de la chance ici d'avoir au moins... Oui, il y en a 3. Tu as 3 huiles de Poulvord. Ça, c'est rarissime. Et puis là, tu as
Bien sûr, un maximum de Poulbeau. Donc Poulbeau était bien sûr un habitué de la maison et c'est pour ça qu'on voit tant de Poulbeau ici. Dessinateur, Francisque Poulbeau est devenu une légende montmartroise, un des piliers de l'animation du quartier jusqu'à sa mort en 1946. Philanthrope, il n'a cessé de venir en aide à ceux qu'il dessinait si bien et à qui il a donné son nom. Qu'est-ce que c'était exactement un Poulbeau? Un Poulbeau, c'est d'abord un môme de Montmartre qui faisait l'imbécile un peu et qui continue, Gavroche, pourquoi quoi. pas. Un petit Gavroche, on peut dire ça, c'est tout à fait ça. Que Poulbeau a soigné, que Poulbeau a habillé, en leur donnant un tambour, un costume. Ça permettait de leur apprendre un peu la musique, d'occuper leur jeudi après-midi et de se faire voir le dimanche. Donc, il a créé chez ses enfants un sentiment de fête et d'appartenance à Montmartre. Les petits Poulbeaux existent toujours et chaque fête montmartroise est pour eux l'occasion de parader. Pour maintenir la tradition, ils continuent aussi à être invités à déjeuner dans les restaurants du quartier tous les dimanches. C'est la première fois que tu as porté un tambour alors en défilé? Ouais. Elle est un peu... T'es angoissée un peu? Un petit peu? Un peu? Ah voilà. Un peu. Ce jour-là, on fête la Saint-Vincent. Et comme dans une fête de village, tous ceux qui animent le quartier se retrouvent dans la rue. La commanderie du Clos Montmartre, qui représente les vignes et a son siège dans un château d'eau. Ou encore la République de Montmartre, que retrouve Michou. Cette vénérable institution a pour devise « Faire le bien dans la joie ». Avec moi. Allez. Montmartre, mon beau village d'adoption. La fête fait partie de l'ADN montmartrois. On y a vu des défilés grandioses, comme ceux des vaches alcades, contraction de cavalcade et de vache, car les artistes désargentés de la butte bouffaient de la vache enragée. En 1896 et 1897, des dizaines de milliers de Parisiens se pressèrent pour admirer les chars délirants et somptueux créés par les artistes montmartrois. On a aussi organisé sur la butte des courses de côte au ralenti. La traversée de Montmartre à la nage où l'on transportait des femmes légèrement vêtues dans des baignoires. La course des vieux jetons, quant à elle, consistait à faire le tour de la place du Tertre en vidant force de gobelets de vin posés sur des tables. Tout un programme. On continue toujours à s'amuser à Montmartre. Mais faire la fête n'y est plus si aisé qu'avant. À la Pomponnette, dernière répétition pour Christophe Lemoine et ses amis. Presque tous habitent le quartier. Ils jouent ici une fois par mois. La soirée risque d'être longue, alors autant prendre des forces. Avant vos prières, du soir. Tous ici ont vu le quartier évoluer ces dernières années. Les lieux meurent au fur et à mesure et c'est ça qui est dommage à Montmartre. Avant c'était partout comme ça et maintenant c'est vraiment plus partout. Je ne sais pas être passéiste que de dire ça ni être nostalgique, c'est une constatation. Bonsoir Philippe, ça va? Là, depuis une dizaine d'années en fait, j'aime pas ce mot mais c'est ainsi, il faut l'employer parce que c'est la vérité, c'est le cas, ça se boboise quoi. Et ces bobos, moi ils m'emmerdent, ils me font chier. Dès qu'il y a une animation, c'est bien, mais pas au-delà de 18h. Voilà, comment ça, pas au-delà de 18h, une fois qu'on est lancé, mais qu'on s'amuse un petit peu, qu'on lâche un petit peu prise. Alors ce qui est paradoxal, c'est que les gens, ils viennent pour ça, ils viennent pour s'amuser, ils viennent pour se marrer. Vous êtes en train de nous l'énerver. Et puis, après, non, je m'énerve pas, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on en parle. Ah ben je l'ai sur le cœur. Ah mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu dis, mais pourquoi t'es venu ici? Alors évidemment, nous prenons notre temps, parce qu'une soirée pomponnette, ça s'installe, ça se pose, et c'est graduel. Nous sommes là, je vous rappelle, jusqu'à mardi midi, puisque la neige va tomber en masse tout à l'heure,
Et ce n'est pas pour nous déplaire. Vous pourrez tout à l'heure prendre vos forfaits pour le tire-fesse qu'ils sont en train d'installer, pas très loin d'ici. La neige ne décourage pas les touristes, et encore moins les fidèles du Sacré-Cœur. Comme tous les soirs à 20h30, le bâtiment d'hébergement situé au pied de la basilique s'anime. Quel est votre nom? Bonjour. Vous êtes avec les confirmants? De Chavignon. Les sœurs bénédictines assurent l'accueil des nuits d'adoration. Depuis 127 ans, sans aucune interruption, des fidèles se relaient en une chaîne de prière de jour, mais aussi de nuit. Donc j'inscris mon nom ici. Oui. Les personnes qui sont inscrites pour la nuit et donc qui logent sur place à la maison d'accueil s'engagent pour assurer une heure de prière à l'heure de leur choix dans la nuit en se relayant. Donc voilà, là c'est le premier groupe qui assure la prière entre 23h et minuit, ensuite entre minuit et 1h, etc. jusqu'au matin. Franco-italienne, catholique pratiquante, Aline Tini est à 22 ans une habituée des nuits d'adoration. Bonsoir, j'ai appelé la semaine dernière pour avoir une chambre. Oui, quel est votre nom? Aline Tini. Oui, à la 502. D'accord. Est-ce que je peux vous demander une participation? Je peux rester juste après la messe? Tout à fait. Ok, donc de 23h à minuit. Très bien. Ok. Je venais quand j'étais petite avec mes parents. Et j'avais 9-10 ans et on venait passer nos vacances en France. En Normandie, on passait toujours de Paris et on faisait une nuit d'adoration. Voilà. La maison d'hébergement peut accueillir 170 pèlerins. Ils viennent seuls, comme Aline, ou en groupe, paroisse, groupe de prière, familles au complet. Donc ici, on peut être en chambre individuelle ou en dortoir, hein. Oui, voilà. Ou en dortoir, et on a des cellules, et bon, ça coûte moins cher, mais moi, j'aime bien avoir mon espace et tout, pour que je puisse lire jusqu'à tard dans la nuit. 22h, la dernière messe a commencé. Alors par là, on va à la basilique. Oui, c'est le couloir qu'on pleure pour arriver à la basilique. Il reste ouvert toute la nuit. Oui, il peut faire l'adoration toute la nuit jusqu'à 7h du matin. Et après, il y a la messe, voilà. Après cette messe, le Saint-Sacrement sera de nouveau exposé. Donc merci de quitter sans tarder la basilique car les portes vont être fermées. Seules peuvent rester bien sûr les personnes qui sont inscrites pour l'adoration de nuit. Contrôlez les badges s'il vous plaît. Vous avez les badges? Le Saint-Sacrement, caché pendant les offices, se dévoile à nouveau aux yeux des fidèles. Placé dans un ostensoir, il représente pour les croyants la présence réelle du Christ. Voilà, c'est bon. Les fidèles sont libres de rester méditer et prier le temps qu'ils souhaitent, pour peu qu'ils aient assuré l'heure de prière qu'ils se sont engagés à faire. À minuit passé, Aline Tini quitte le chœur. Comment est-ce qu'on se sent après une nuit de prière comme ça?
On se sent plus en paix parce que je m'éloigne un petit peu de la routine et voilà. Et j'essaie de rester, d'être en communion avec Dieu dans le silence de la prière, dans l'obscurité, dans la basilique. C'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Toute la nuit, les fidèles vont et viennent entre le bâtiment d'hébergement et la basilique pour se relayer devant le Saint-Sacrement. C'est un peu dur de se lever et puis voilà, une fois qu'on est parti, c'est un grand bonheur d'aller passer une heure vraiment avec Jésus comme ça. Et de ne pas laisser Jésus tout seul et puis de se dire qu'on participe à cette grande chaîne de prières ininterrompue depuis des années. Pendant que les fidèles prient, quelques rues plus bas, il est 3 heures du matin. Christophe Lemoine et sa bande sont en pleine forme. Les festivités vont durer jusqu'à 9 heures. Les Montmartrois n'ont pas tout à fait perdu le sens de la fête. Montmartre reste un immense terrain de jeu pour les esprits libres.